Réunis au Caire en milieu de semaine écoulée, des chefs d'État africains sous la conduite de l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont demandé du temps afin que le pouvoir militaire au Soudan et les responsables de la contestation qui exigent un gouvernement civil parviennent d'ici 3 mois à une transition pacifique et démocratique. Mais à y voir de plus près, cette volonté n'est en rien en adéquation avec les aspirations du peuple soudanais qui a réussi une fois encore le pari de mobiliser plus de monde que d'habitude dans les rues de la capitale et qui continue aussi d'enregistrer des renforts venus des provinces. Pourtant, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait menacé le 15 avril de suspendre le Soudan si l'armée ne quittait pas le pouvoir d'ici 15 jours au profit d'une autorité politique civile. Sur l'autre dossier sur lequel les chefs d'État étaient attendus, c'est quasiment la même position qui a été donnée par Abdel Fattah al-Sisi et ses collègues, à savoir l'arrestation, l'arrêt du moins immédiat et inconditionnel des combats, trouver les moyens d'endiguer la crise et relancer le processus politique. Tel était, entre autres, le but dans ce pays en proie au chaos avec des combats violents opposant depuis le 4 avril les forces loyales au gouvernement d'union nationale GNA reconnues par la communauté internationale et les troupes du maréchal Khalifa Haftar aux portes de Tripoli. L'offensive déclenchée par le maréchal Haftar a-t-il pu se faire sans soutien? Les puissances occidentales jouent-elles un double jeu dans le retour du crépitement des armes? Quid du mandat d'arrêt émis par le GNA à l'encontre du maréchal Khalifa Haftar ainsi que de la position de la Cour pénale internationale CPI, sommets africains sur les crises actuelles au Soudan et en Libye, réelle prise en compte de la volonté populaire ou caution aux militaires? C'est le thème central de l'émission du jour. À chacun et à tous, merci et bienvenue. Place au débat, on revient après l'intermède. À nos côtés, aujourd'hui d'abord, Souleymane Hamzat, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de protection et de sécurité, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous aujourd'hui, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vos chers confrères, bonjour monsieur Hamzat. Voilà, vous êtes journaliste à Soleil FM Bénin. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Ma première question est pour vous, Moïse Soudé. Au Soudan, des chefs d'État demandent du temps alors que la population s'impatiente. L'Union africaine n'a-t-elle pas plutôt vocation à protéger les populations ou tout au moins le désir des gens à leur propre autodétermination? Oui, ce qui inquiète un peu dans cette décision, au départ, on avait donné 15 jours pour que l'on rétablisse l'ordre, mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, les pouvoirs publics en Afrique ne s'intéressent pas au sort du peuple. On s'en fout du peuple parce que, en réalité, on ne tient plus compte des soulèvements populaires. Et vous savez très bien que depuis un certain temps en Afrique, c'est le soulèvement populaire qui fait partie des présidents. Aujourd'hui, on a comme l'impression que, bon, Al-Sisi et puis ses amis soutiennent le régime en place. On s'en fout du peuple. On donne la caution au régime en place d'assassiner massivement les populations parce qu'il y a des gens qui viennent de toutes les contrées pour protester. Mais on ne tient pas compte de l'aspiration réelle du peuple. Et je me dis, ceux qui reprochent à l'Union africaine d'être un machin, est-ce qu'ils n'ont pas raison de ne plus faire confiance à l'Union africaine? Parce que là, c'est la force des grands. C'est ceux qui disposent des moyens qui écrasent les moins nantis. Voilà. Alors, aujourd'hui, on sait que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait donné 15 jours, effectivement, pour que le pouvoir puisse être retourné aux civils. Mais aujourd'hui, on voit un Conseil de chefs d'État qui siège et qui dit non, accordons-le environ 3 mois. Est-ce que le Conseil des chefs d'État qui a siégé a des informations que vous et moi n'avons pas sous le Hamzat? Je voudrais, à l'entame de cette émission, attirer l'attention de nos téléspectateurs sur une démarche secrète qui est en train de se mener en ce moment et qui, si l'on y prête garde, si l'on y prend garde,
peut nous pousser hors du contexte démocratique. Comment donc? Souffrez que je vous dise que les pouvoirs de plus en plus sont installés ou imposés par les multinationales. Si vous prenez je ne vais pas citer, ou ne pas faire d'amalgame, mais je vous dis, prenez un cas qui fait école. Et j'en ai parlé ici sur ce plateau. Vous voulez parler du Zimbabwe? Je veux parler du Zimbabwe, je veux parler du Rwanda, je veux parler de l'Égypte, je veux parler du Soudan, qui est en cours là, parce qu'on fait tout pour maintenir les militaires sans le dire. Prenez le cas de l'Algérie. Ce ne sont pas les masses qui ont fait partie de ces chefs d'État. C'était des coups d'État purs et simples. Je l'ai dit ici et je le répète. Ce sont les militaires qui ont décidé que Omar Hassan el-Béchir ne soit plus président du Soudan. C'était le cas en Algérie avec Abdelaziz Bouteflika. Les militaires ont décidé qu'il ne soit plus au pouvoir. Le deuxième paramètre, c'est celui de la foule. Les mouvements de masse. Ces mouvements de masse, à mon avis, ne sont pas des mouvements de masse organisés. Il n'y a pas de tête. Je l'ai dit ici. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête de proue. Il n'y a pas un leader charismatique qui est sorti du moins de l'opposition ou de la rue ou des protestations, qui est venu s'imposer en disant voilà, nous avons un programme, voilà ce que nous voulons pour les masses populaires et voilà le chemin que nous voulons emprunter. Pour le moment, c'est du yo-yo. On danse. Tout le monde danse. Et tant qu'on peut manifester, on va manifester. Il y en a même qui manifestent sans savoir pourquoi ils manifestent. Et ça, c'est extrêmement grave. J'ai la crainte qu'on s'enlise dans ces pays-là. Mais attention, la stratégie mise en marche même par les grandes multinationales dont je parle, avec l'appui. Je prends le cas des USA, par exemple, avec le Venezuela, où on va chercher quelqu'un, on dit le président de la République. Mais la démocratie, dans ce cadre-là, elle vaut quoi? Je me pose la question et je suis vraiment pessimiste. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Mais souffrez qu'on se retrouve en face des régimes avec des dictateurs, mais au-delà du commun. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque est effectivement évident d'aller vers une dictature instaurée ou tolérée? Parce qu'on voit quand même dans beaucoup de pays sur le continent, on voit par exemple le président, puisque nous parlions de lui, Abdel Fattah al-Sisi, qui vient de sauter tous les verrous et qui sera probablement candidat jusqu'en 2030. Est-ce que celui-là peut, je vais dire, par rapport à la morale, peut-être qu'il n'y a pas de morale en politique, vous me répondrez, mais par rapport au moins aux idéaux et à des aspirations d'un peuple démocratique, est-ce qu'Abdel Fattah al-Sisi peut venir s'asseoir et parler? On parle de quelqu'un qui, à un scrutin aussi important que le scrutin présidentiel, n'a autorisé qu'un seul candidat face à lui, et quel candidat encore? Mais la conclusion est là. La conclusion est là. J'ai toujours dit sur ce plateau que les pays africains ne décident de rien. Quand vous voyez ces pays qui sont riches, le Soudan, le sous-sol soudanais est riche, le sous-sol libyen est riche, et les multinationales veulent mettre la main sur la richesse. Il faut placer là celui qui vous donnera la possibilité d'exploiter autant de fois que vous voulez les biens de ce pays. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie. Les dictatures seront là tant qu'ils feront la volonté des multinationales, tant qu'ils vont permettre aux multinationales d'exploiter les richesses de leur pays, moyennant quelques intérêts inavoués, inavouables, ils seront au pouvoir. Mais les peuples, visiblement, n'ont pas envie que ça se passe comme ça. Tout à l'heure, mon co-débatteur vous a dit, il n'y a pas une tête de pont. C'est des mouvements spontanés. Et quand ça se passe comme ça s'éteint très vite. Il va falloir que des leaders se lèvent. Au Soudan, il y a un groupe, il y a des partis politiques, il y a des personnalités. On se souvient du leader, de l'ex-leader religieux, de Omar Hassan el-Béchir, qui est allé en dissidence, qui a été contraint à l'exil, qui est rentré récemment et qui fait partie donc de ces partis-là qui demandent à ce que le pouvoir revienne au peuple par un conseil national civil qui intègre des militaires. Ils le disent, mais est-ce qu'ils prennent les devants? Aujourd'hui, c'est les foules, hein? C'est les foules, et ces hommes politiques, ils laissent la foule aller avant de se prononcer. On dit,
prendre les devants, se mettre devant et organiser. Parce que quand c'est des mouvements qui se lèvent un peu partout, ce n'est pas organisé. Mais il faut quelqu'un qui prenne les devants, qui élabore une stratégie, qui élabore un plan d'action. Quel est le plan d'action? Parce que quand c'est la foule qui chasse, le pouvoir est à terre. Personne ne prend le pouvoir. Mais il faut que quelqu'un profite peut-être de la motivation de la foule, qu'on les organise, qu'on dise, si le régime s'en va, voilà comment nous allons diriger le pays. Parce qu'il ne faut pas chasser un régime si vous n'avez pas un plan de gouvernement. Mais tant que ceux qui sont au pouvoir... Au Soudan, il y a un plan de gouvernement. Je vous reviens. Au Soudan, il y a un plan de gouvernement. Il y a une proposition concrète d'un conseil militaro-civil qui est sur la table. Pourquoi est-ce que, selon vous, le Conseil des chefs d'État de l'Union africaine, en tout cas ceux qui ont siégé, je veux parler des militaires ou ex-militaires, Abdel Fattah al-Sisi, je parle de Laurent de Kagame, du président rwandais, qui est aussi un ancien militaire, je ne sais plus s'il l'est toujours. Il y a aussi le président Denis Sassou Nguesso, qui est aussi qui a été militaire aussi. Il y a peut-être que le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui n'a pas un passif dans ces corps-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine a beau jeu de demander qu'on accorde jusqu'à 3 mois au conseil militaire en poste à Khartoum pour dégager? Je vous ai parlé des multinationales. Une multinationale, elle a des intérêts, pas d'amis. Et elle a des ramifications et des réseaux qui s'étendent même jusqu'aux arcanes du pouvoir politique, économique et socio-culturel. Si vous vous en tenez à la nouvelle classe politique, celle qui est en train de se mettre en place là, vous verrez que, c'est mon avis, je peux me tromper, mais vous verrez que tous ceux qui viennent maintenant veulent pérenniser le pouvoir, mais sur des années. J'ai lu hier sur Internet qu'il fallait même pas essayer d'avoir des propos injurieux vis-à-vis du président Kagame. Ça vous vaut 5 à 7 ans de prison. C'est de l'autocratie, mais au top niveau. Si je ne critique pas, si je ne suis pas capable de dire à mon chef d'État, Monsieur le Président, vous vous trompez. C'est un humain. Au même titre que moi. Moi-même, je peux être là-bas et me tromper. Et que quelqu'un me fasse la leçon ou me fasse un reproche, mais on ne détient pas la science infuse. Ce qui se passe au Soudan risque de basculer. Si, je l'ai dit ici, les militaires ne prennent pas garde de sécuriser, n'est-ce pas, les acquis déjà démocratiques qu'il y a dans le pays. Et bon, militaires et démocratie, ça ne sonne pas trop bien. Oui. Excusez-moi. Et de deux, ça risque encore d'aller encore plus loin si la foule, tel que le disait mon co-débatteur, n'arrive pas à s'attendre sans sur un chronogramme. Non, quand même, le chronogramme est prêt. C'est une philosophie, pas un chronogramme. Oui, c'est pas un plan d'action. Non, c'est pas un plan d'action. On veut chasser ceux qui sont au pouvoir. On ne dit pas comment on va gérer le pays après. Je reviens même à ce que vous dites tout à l'heure concernant l'opposant de Omar Hassan el-Béchi. Il est venu dans un cadre de revanche. Sadiq Al-Mahdi est venu dans un cadre de revanche. Il a toujours dit, je finirai par régler le cas d'Omar Hassan el-Béchi. Il est venu, il a bouté dehors, puis c'est tout. Vous l'entendez encore? Vous ne l'entendrez plus. C'est fini. Lui, il est arrivé au terme de son programme. Mais attendez, la conquête du pouvoir, elle nécessite une élaboration assez large dans tous les compartiments possibles. Mais que recommandez-vous aujourd'hui pour le Soudan? Écoutez, qu'ils aillent s'asseoir, comme ils ont commencé là, mais pas avec les militaires. C'est à cause d'une baguette de pain que le Soudan brûle aujourd'hui. Il faudra que cette masse-là qui se trouve dans les rues, au lieu de scander le matin jusqu'au soir, ils vont bloquer les accès des casernes et autres là. Il ferait mieux d'aller dans une salle et de définir le cadre de concertation, n'est-ce pas, définir la stratégie de conquête de pouvoir et un programme d'action cohérent dans lequel ils s'en vont sur 3, 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, que de rester dans les rues, crier tous les matins, ça ne sert à rien. Les militaires seront toujours là. De toute manière, c'est celui qui a les armes qui a le pouvoir. Vous vous rappelez, il fut un temps où on disait que le pouvoir était au bout du fusil. C'était autant la théorie marxiste. Ça revient, hein. Le parti unique, regardez, je peux vous donner des cas quand ça a commencé ici avec le cas du Zimbabwe, je vous l'ai dit ici sur ce plateau. Je dis ce qui s'est passé au Zimbabwe là,
c'est grave. Et ça va faire école. C'est parti au Soudan, c'est allé en Algérie, Sisi, il est parti pour 30 ans. Le président chinois, sortons même du continent africain. Xi Jinping, le président, il est là à vie. Donc, souffrez que c'est les lobbies occidentaux qui avaient coiffé et qui nous avaient vendu la démocratie ne sont plus forts. Ils n'ont plus ce pouvoir-là, ils n'ont plus la capacité managériale, n'est-ce pas, d'imposer aux chefs d'État africains la démocratie. Alors, que veut le peuple? Nos pantins qui sont ici, là, permettez-moi le terme. J'appelle pantins entre guillemets. Ils se connaissent, mais c'est alléluia. C'est parti pour 30 ans, 40 ans. Et si je suis plus capable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de dire à monsieur le président, ça ne vaut pas. Mais ça veut dire que je préfère être je suis personnel non grata dans mon propre pays. Et là, ça s'impose à nous. Alors, les chefs d'État qui sont allés s'asseoir pour proposer tout au moins 3 mois et demander donc que le délai de 15 jours donné soit revu et qu'on permette aux militaires de s'asseoir avec les civils afin de tracer un chronogramme. Est-ce que selon vous c'est réaliste ou bien on veut juste offrir la possibilité aux militaires de mieux asseoir Non, 3 mois c'est juste pour étouffer les mouvements qui se lèvent de part et d'autre. On va permettre aux militaires de s'asseoir. On va permettre aux militaires de s'équiper davantage. Parce qu'on ne fait pas partie des militaires. Ceux qui sont... Mais au Soudan, la contestation, je ne vous arrête pas, la contestation dure depuis 4 mois. Qu'est-ce qui dit que dans 3 mois, la contestation sera violée? Vous avez vu tout ce qui était en Égypte, tout la rencontre là. Tout à l'heure, on a parlé de Kagame. Attention, c'est des gens qui vont imposer la façon d'agir chez eux à ces militaires-là. Ça passe ou ça casse. Donc, on aura 3 mois pour élaborer peut-être une stratégie... Non, pour mettre en marche. Un plan d'écrasement du peuple. Et donc, quand ça va pas se passer, on va équiper ceux qui sont là. Ils vont rester au pouvoir. Et vous allez voir, on va vous brimer. Ou vous acceptez celui qui est au pouvoir, ou on vous écrase. Parce que quand j'ai vu la liste de ceux qui étaient là, quand j'ai vu Kagame, j'ai dit, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple pour l'Afrique. Comment ça se passe chez lui? Il va dire, c'est comme ça. Parce qu'en 15 jours, on ne peut rien faire. Mais 3 mois, on a le temps de se concerter avec ceux qui vivent la même chose que vous et on met en place une stratégie pour écraser, étouffer la foule. Vous allez voir, dès qu'on va prendre quelques têtes de pont, on va les mettre en prison ou bien on va exterminer les familles, plus personne ne prendra le risque de descendre dans la rue pour réclamer quoi que ce soit. Donc, risque que la situation s'enlise. Mais tout à fait. Et je vais renchérir ce que vient de dire mon co-panéliste. Prenez depuis que le maréchal Fattah al-Sisi a pris les rênes du pouvoir en Égypte, souffrait que il cherche à se sécuriser. L'histoire des frères musulmans... Tous les pays limitrophes, notamment. Avec les frères musulmans, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et la Libye, Dieu seul sait que Tripoli est devenu le centre de formation internationale du terrorisme. Donc il faut écraser, il faut tout détruire dans Tripoli pour arriver à ramener, non seulement unifier le pays, mais à ramener le calme. C'est pour cela que le maréchal Khalifa Haftar a fait cette avancée. Mais aux dernières nouvelles, il est en train de battre aussi en rebrèche. On va y arriver. Parce que, et vous voyez, on cherche à imposer à la Libye un homme fort, dans le style de Fattah el-Sisi. Ce sera le même cas au Soudan. Et Dieu seul sait, si ça ne va pas s'étendre à l'Érythrée, la Somalie et tout. Et ça va faire école. Et ça va venir. Ouais, ça vient déjà chez nous. Alors, Alphonse Moïsoudé, aujourd'hui, êtes-vous en train de me dire qu'il n'y a aucun espoir pour le peuple soudanais et qui est sorti dans les rues et qui continue donc de sortir massivement? Il n'y a aucun espoir. Désormais, le régime qu'on veut installer en Afrique, dans tous les pays africains, ne nous parlons pas la face, ça va venir dans l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est comme ce qui se passe avec Kagame, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe un peu partout. On va installer, on va ramener la dictature en Afrique. C'est-à-dire que des autocrates. On va faire notre bonheur malgré nous. Parce qu'on estime que la démocratie retarde le décollage de l'Afrique. Parce qu'on permet aux gens de riposter, on permet aux gens de descendre dans les rues. Écoutez, ça va arriver désormais si vous descendez dans les rues dans certains PDA, c'est déjà organisé. On parle d'attroupement non autorisé. On vous voit, on voit une foule, on vient vous prendre. Si vous n'avez pas reçu l'autorisation, on est parti.
d'une simple déclaration, désormais il faut avoir l'autorisation. Donc c'est un régime, c'est une nouvelle forme de gouvernance qui est en train de naître en Afrique. Et aucune foule, si elle n'est pas organisée, si elle n'a pas un plan d'attaque, si elle n'a pas de stratégie bien élaborée, ne peut pas détrôner un régime installé par les multinationales. Parce que quelque chose que nous disons, c'est l'Afrique qui alimente ces multinationales-là. Et ces multinationales ne sont pas prêtes pour perdre leurs intérêts. Et elles sont prêtes à armer les régimes en place pour détruire toute opposition, pour détruire toute contestation. Donc, si les Africains veulent vraiment conquérir leur liberté, il faut qu'il y ait des leaders, des gens qui vont organiser la foule. La foule, elle est prête. La foule, elle est prête. La masse populaire, elle est prête. Mais il suffit juste de l'organiser, de se concerter pour vraiment avoir une stratégie. Parce que sans stratégie, il vous sera difficile de déboulonner un régime installé par les multinationales. Alors aujourd'hui, si pas d'ingérence dans nos affaires, c'est le mot d'ordre du peuple soudanais. Ils n'ont visiblement pas du tout envie qu'un dirigeant comme Abdel Fattah al-Sisi se propose des choses concernant la crise qui prévaut au Soudan. C'est une vue de l'esprit. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent parfaitement bien. C'est un jeu qui est... J'ai fait des écoles. Je vous ai parlé ici de la conspiration. Vous vous entendez, monsieur mon co-débatteur, quand on sera sur le plateau, attaquez-moi. Faites-le sans vergogne. N'ayez même pas d'état d'âme. Mais quand on quitte ici, on traverse ce plateau-là, on va boire notre champagne. C'est de la conspiration. Et mais souffrez que je vous dise, je suis resté en France 18 ans, j'ai rencontré des experts. Vous avez, allez même au-delà du mot d'expertise, vous avez des génies de la conspiration. Ils sont assis là, ils ont calculé déjà dans 10-15 ans ce qu'ils feront de votre voiture. S'il faut la détruire, s'il faut la réfectionner, s'il faut vous donner un prix pour ça. Mais on a vu quelqu'un qui maltraite son peuple ici, à qui on a donné un prix tout dernièrement. Ça fait partie du génie de la conspiration. Je ne nomme pas quelqu'un, mais vous savez de qui je parle. Donc il va falloir à un moment... Les Africains ne réfléchissent pas beaucoup. Je souffre dans mon âme d'Africain de constater que nous ne sommes pas beaucoup à réfléchir, à voir plus loin que le bout de notre nez. Je dis et je répète, je demande à tout Africain de retourner, même aller sur Google, ne peut taper la 4 à 1 milliard de dollars. Allez fouiller, vous verrez. C'est ce plan-là qui est mis en exil aujourd'hui. Nos sous-sols sont scannés, connus. On sait ce qu'il a sous son matelas. On sait ce que j'ai sous mon toit là-bas. Ils sont prêts à venir me déloger, me donner... Écoutez, ici, là, est-ce que vous avez encore besoin d'un mandat pour qu'on aille vous sauter de votre matelas? Ça fait partie du concept de cette conspiration-là. C'est une nouvelle stratégie de conquête de pouvoir par la force, que vous le veuillez ou pas. Et que vous soyez content ou pas, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont les armes, ils ont les moyens, ils ont les hommes. Mais il y a beaucoup de gens qui défendent ce mode de gouvernance-là. Mais évidemment que Dieu, même dans son royaume, il y a Satan à côté, qui défend même l'incongru, qui défend ce qui n'est pas normal. Acceptez qu'à côté de vous, vous ayez toujours un groupuscule de gens qui, voilà, des ventrocrates, comme moi je les appelle. Alors aujourd'hui, en Libye, on va en parler, la situation est de plus en plus délétère, on va le dire comme ça. On a un tout-puissant maréchal Haïfa Haftar qui a lancé une offensive, selon vous. Sur quoi s'est reposé le maréchal Haïfa Haftar pour lancer une telle offensive dans un contexte où on attendait des pourparlers à Ghadamès qui auraient dû se tenir en début du mois qui s'achève? Oui, le cas de la Libye, c'est parti de la révolte mal organisée. Et voilà ce que ça donne. Le maréchal, il constate qu'il y a le chaos. Et pour qu'un dictateur s'installe, il part du chaos. Et il décide de réorganiser le chaos. Le maréchal, aujourd'hui, il est soutenu. Tout à l'heure, mon ami parlait de conspiration. Personne ne peut aller contre ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a juste simplement des intérêts. Je te soutiens. Quand tu vas maîtriser ton peuple,
tu vas me soutenir à maîtriser le mien. Donc c'est une stratégie mise en place pour que dans cette zone-là, en Égypte, en Libye, partout, ils se soutiennent. Parce que si chez l'autre, ça ne va pas bien, c'est que ça peut se retourner contre moi. Donc aujourd'hui, il profite du chaos, il profite du soutien des pays limitrophes pour s'imposer. Et personne ne peut lui dire. Parce qu'il estime que tout à l'heure, on a parlé de Tripoli, où c'est un centre où aujourd'hui on forme beaucoup de gens. Il faut d'abord tuer ça. Il faut tuer ça. S'il veut installer son régime, c'est de commencer par là. Et lui, il ne recule devant rien. Parce que quand un dictateur veut installer son régime, il trouve toujours des prétextes pour écraser tout le monde. Alors, par rapport à la Libye, je vais vous relancer. On voit des chaussures neuves, on voit des habits neufs. Je suis très heureux que vous ayez constaté ça. On voit, je dirais, même des armes neuves de la part de ces hommes-là qui ont prêté allégeance au maréchal Khalifa Haftar. D'où vient tout cet argent, tous ces soutiens-là qui sont aujourd'hui mis en avant? Est-ce à dire que le maréchal Haftar vend du pétrole libyen pour avoir des dividendes? Je ne sais pas, je vous pose la question. Il y a des choses qui ne sont pas recommandées pour un plateau de télévision. Je vous l'ai souvent dit. Mais acceptez, souffrez que je lève le voile sur un certain nombre de choses. Allez-y. Voilà un maréchal qui revient, qui contribue à la chute de Kadhafi. Il a fait son devoir à lui, pas le mien. Kadhafi étant mort, voilà le pays qui bascule. Il essaie avec quelques anciens qu'il connaît de se constituer une armée, pas des moindres. Mais qui lui donne les matériels pour faire tout ce qu'il fait là? Il a le soutien de l'Égypte, d'Abdel Fattah al-Sisi. Oui, ça c'est connu. Une Égypte très riche. Même de l'Arabie Saoudite. De la Russie, notamment. Bon, beaucoup plus des Américains que de la Russie aujourd'hui. Oui, le soutien américain récent. Mais à quel prix? Notre sous-sol. Je vous donne un exemple. L'aéroport de Washington est chauffé au pétrole. Vous savez? Pour que ça glisse en hiver, là, pour que l'avion atterrissant, on chauffe. On chauffe l'aéroport de Washington. Il faut le faire au kérosène ou je ne sais pas. Il faut le retrouver en Afrique. Merci. C'était ma conclusion. Mais si vous n'arrivez pas à leur donner ce pétrole, ils font quoi? Ils viennent chez vous et vous tapent dessus. Et ça revient à ce qu'on dit. Il y en a marre du système de Barack Obama et autres, la démocratie, mondialisation, globalisation. Il y en avait assez de termes. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui en ont marre de ces conneries-là. Ils viennent, Monsieur Johannes, vous êtes au Bénin, demain vous êtes chef d'État. Et l'affaire est réglée. Et ils ont tous les moyens pour. Ils ont des moyens à vous créer tous les ennuis qui existent. Si demain ils ne sont pas contents d'un régime en Afrique, ils ont les moyens de le déstabiliser. Et ils ne le font pas vos propres frères. Et lesquels sont liés avec eux dans des réseaux que je ne cite pas ici. Donc, c'est pour cela que je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas lever. Il y a des choses, vous le savez bien. Les réseaux tissent en Afrique. Et à tous les niveaux. Donc, si aujourd'hui nous décidons de croiser les bras, à souffrir que les années à venir, déjà les chaînes de télévision seront carrément, c'est la croix, hein, la bannière. Le journalisme, c'est terminé. La pensée libre, c'est terminé. Passez-moi des termes, c'est terminé tout ça. Vous ne verrez plus tout ça. Les contestations, c'est à gauche, hein, ça va être comme la formation patriotique militaire généralisée. Ce que je souhaite, parce que ça discipline un peu, mais le contexte politique dans lequel cette orientation sera faite va être catastrophique pour l'Afrique. C'est-à-dire que je viens demain, je vous dis là, vous devez mettre votre matelas. Tout simplement. Et vous ripostez, mais je m'occupe de vous. Jusqu'au petit détail. C'est-à-dire que vous n'aurez même plus l'occasion même d'avoir un verre d'eau de votre propre puits. Parce que c'est moi qui en décide. Mais dans ce cas-là, vos populations, vos enfants, madame et tout ça, ils deviennent quoi? Les populations deviennent quoi? Ça va donner le même scénario que nous voyons aujourd'hui au Soudan. Et suivez le cas du Soudan et de l'Algérie. Si ces deux crises-là sont mal gérées, l'Afrique est partie pour
pour basculer dans un désordre total. Alors, je vous le dis, que cela soit écrit. Alors, Moïse Soudé, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui fragilise l'ONU dans la résolution de la crise en Libye? On a vu Washington afficher clairement un soutien au maréchal Khalifa Haftar. Fayez al-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement d'union nationale qui siège à Tripoli, a accusé Paris de soutenir aussi le maréchal Khalifa Haftar. On sait que le maréchal Khalifa Haftar était en milieu de mois en Égypte voisine. Il a le soutien donc d'Abdel Fattah al-Sisi. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche visiblement celui qui avait le soutien de la communauté internationale à continuer, pourquoi pas, à réagir ou à avoir la même influence qu'avant? Non, c'est ce qu'on appelle l'échange de bons procédés. Échange de bons procédés, parce que vous avez cité les États-Unis. Tout à l'heure, on parlait de... le sol libyen est suffisamment riche. Et on a besoin du Libye. On a besoin de ce sous-sol-là pour développer les autres pays. Et par conséquent, l'ONU, c'est quoi? L'ONU qui décide à la place de l'ONU. C'est les grandes puissances. L'ONU ne fait que la volonté des grandes puissances. Et c'est ce que les grandes puissances demandent à l'ONU de faire, qu'elle fera. Et ces grandes puissances, malheureusement, se retrouvent devant celui qui est au pouvoir, se retrouvent avec celui qui est au pouvoir. Donc, je ne vois pas l'ONU s'attaquer à celui-là. C'est les mêmes personnes. Et ça continue toujours. C'est la politique de la conspiration. On s'entend pour écraser les autres. Je ne vois donc l'ONU ne peut plus aller contre la Libye parce que les États-Unis soutiennent la Libye. La France soutient la Libye. Et c'est ceux-là qui décident au niveau des Nations Unies. Donc, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui font le jeu. Renchérissons même. Pourquoi vous ne trouvez même pas suspect que même la Russie, qui a l'habitude de s'opposer aux États-Unis dans un certain nombre de résolutions, ne dise rien sur le cas du maréchal Khalifa Haftar? Et qu'est-ce qu'il explique selon vous? Le sous-sol. Écoutez, si ça m'aide là-bas, on risque de ne pas s'entendre. Alors, entendons-nous sur le peu qui reste et dis-moi combien tu veux, combien je prends. C'est tout. Et bon, est-ce que ça ne vous surprend pas? Vous venez de le dire. Tous les quatre que vous avez vus là, 9, à l'état 9, tous les militaires qui sont habillés comme si c'était le départ d'un régime démocratique de type nouveau. Vous voyez une armée dont le matériel qui n'est même pas officiel. Puisque l'armée de Khalifa Haftar n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. Comment se fait-il que cette armée-là elle est aussi équipée? Vous voyez des lance-roquettes, vous voyez des fusils d'assaut, du matériel de guerre de premier ordre. N'est-ce pas? Sur ces véhicules-là, ça devait nous inquiéter. Moi, en tant que soldat, ça m'inquiète. Je me dis, mais donc ça veut dire que l'Afrique est devenue une passoire. N'importe qui... je peux venir vous équiper demain. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on prend 2, 3 pantins dans ma république, là, on les équipe et puis on en met le régime en place. Alors, dans ce cadre-là, vous voulez me parler à moi de démocratie, je reviens toujours avec mon signe. La démocratie, c'est classé au vestiaire depuis. Il faut que l'Afrique se trouve sa voie, sa propre voie. Sinon, je vous jure, j'ai des craintes que vous et moi, nous ne puissions plus sortir dans la rue d'ici quelques mois. Et cette voie-là passe par quoi? Ah oui, elle passe par la résolution d'abord de nos propres problèmes. Et la recherche des stratégies visant à remettre l'Afrique sur ses pieds. Et ça, il y a peu de patriotes aujourd'hui qui peuvent le faire. On n'est pas beaucoup, malheureusement. Et ceux qui osent lever la tête, vous voyez, ils sont conduits de l'autre côté, derrière les barreaux. C'est vite fait. Hein? Heureusement que d'autres encore arrivent à reconnaître que dans notre pays, il y a une justice. Alors, Alphonse Moïse Soudé, ce que je vous dis là, je vous le dis à cœur ouvert. Vous savez que j'ai pas la langue de moi. Moi-même, si on vient me chercher demain pour aller m'enfermer, je souffre comme envoyé à mes secrétaires parce que c'est la seule prison pour le moment que je n'ai pas faite. Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, sur le terrain libyen, on a l'impression que la volonté de l'Union africaine, c'est d'appeler et rapidement ou expressément à ce que les partis puissent s'asseoir autour d'une table de négociation et donc que les combats puissent cesser en urgence. C'est en tout cas ce qu'a dit le président Abdel Fattah al-Sisi, sans doute qu'il l'a redit au maréchal Haftar quand il a reçu en milieu de mois. Non, moi, excusez-moi de vous le dire, moi je n'ai pas confiance en cette Union africaine. Hein.
Non, c'est un machin qui est à la solde de ceux qui ont les moyens. Vous n'allez jamais voir l'Union africaine être aussi gentille dans les pays qui n'ont rien. Non, l'Union africaine dépend toujours des grandes puissances. Et les grandes puissances ont envie de mettre la main sur l'Afrique. Elles sont en train de mettre la main sur l'Afrique grâce à l'Union africaine. Vous allez voir, la résolution des crises en Afrique dépend du pays. Et c'est en fonction de celui qui est au pouvoir. Et c'est en fonction de la richesse de vos sous-sols. Donc aujourd'hui, rien ne peut être fait. Moi, je dis, l'Union africaine a échoué comme excuse. L'Union africaine a échoué. Il revient à chaque pays. Il faut qu'en chaque Africain renaisse le patriotisme. Si le patriotisme ne renaît pas au niveau de chaque Africain pour son pays et que nous confions notre sort à l'Union africaine ou bien à l'ONU, ça ne marchera pas parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Les visions ne sont plus les mêmes. On a envie de recoloniser l'Afrique. Il va falloir que les Africains se réorganisent. Si on ne le fait pas, qu'on dit, bon, chaque fois Union africaine, chaque fois ONU, ça ne passera pas parce que ce sont des institutions qui sont à la solde des grandes puissances. Il n'y a rien à faire, il faut que le patriotisme revienne pour qu'on se dise la construction de nos pays dépend de nous-mêmes. Nous n'allons pas attendre que ceux qui sont à l'extérieur viennent nous aider. Il faut que des gens aient le courage de dire désormais, nous allons développer nos pays. On ne peut plus compter sur les autres. Si nous allons compter sur les autres, nous devenons encore des nations colonisées. Alors aujourd'hui, est-ce à dire que le sort de Faisal Sarraj et du gouvernement d'union nationale qui siège à Tripoli c'est fini. C'est fini. Croyez-moi, la main sur le cœur, je vous ai dit ici sur une émission, si vous voulez que la Libye se retrouve, en tout cas, se réunit, Tripoli est obligé de tomber. Je vous l'ai dit ici. Quelques semaines après, vous avez vu, Tripoli est attaqué. Et quand Tripoli serait pris, n'oubliez pas, le maréchal Khalifa Haftar a pris tout le croissant pétrolier. Il a tout le pétrole libyen en main aujourd'hui. C'est la seule personne avec laquelle vous pouvez discuter. L'autre qui est à Tripoli, il vend quoi? Et des camions. Il vend rien du tout, lui. Là où il n'est que la marionnette de lui-même. Et là, je pense, vous apporter... Donc la communauté internationale l'a visiblement abandonné aussi. Mais écoutez, ça se voit. Puis il s'en plaint. Il s'en plaint. Il a bien dit de manière ouverte que la France est en train de faire double jeu. Sur la base de quelle information il le dit? Puisque lui n'offre rien à la France. Il n'a rien à offrir, c'est fini. Le plateau est vide. Mais cette même France avait dit vouloir que des élections soient organisées récemment. On a déjà vu dans plusieurs pays comment la France agit. C'est l'opposition et la mouvance en même temps. Oui, c'est connu. Ça ne fait même pas cas d'école chez nous. C'est le pyromane et le sapeur-pompier. Oui, il tire et puis il vient après. Non, on enseigne ça déjà à nos enfants. Moïse Soudé, Souleymane Hamzat, je suis bien triste de constater que n'y a-t-il aucun espoir pour l'Afrique, Souleymane Hamzat? Nous sommes l'espoir puisque nous en parlons. Ce que nous évoquons ici, d'autres ne le diront pas. Vous pensez que ce qui est dit à travers cette émission-là, vous payerez des gens des centaines de millions, ils nous viriront jamais leur bouche. Sur ce genre de trucs, ils vont se taire à jamais. Parce que la situation est telle que aujourd'hui, mais jouez les pantins, on vous écrase. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Vous savez que j'ai une agence en matière de sécurité. Je fais des études, je fais des expertises, des contre-expertises pour vérifier. Prenez le cas du Burkina. On parle de recrudescence du terrorisme. Je vous donne un exemple. Mais ma curiosité m'a amené à aller, à travers des amis, à recueillir un certain nombre de... Tout ce qui est creusé au Burkina comme or, c'est creusé par qui? Pas des étrangers. C'est des étrangers qui creusent. Je défie les autorités burkinabées de me dire le contraire. C'est vrai qu'il y a des Burkinabés, mais en majorité sont des étrangers. Mais qui rentrent chez eux sans visa, rien du tout. On ne sait pas d'où sortent ces gens-là. Et quand ça ne marche pas, entre eux, ils se règlent des comptes déjà. C'est une source de terrorisme. Et quand mon co-débatteur a eu sa quantité d'or et que je dois le braquer par derrière, ça devient une source de braquage, insécurité. Vous voyez, c'est ce genre d'analyse que moi je fais.
Et quand vous vous mettez à vous tirer dessus, vous mettez l'État en difficulté, vous mettez les populations en difficulté. Mais quand ça arrive au niveau étatique, où les intérêts sont gros, là, on tape dans des hôtels, on tue des étrangers. Et ça, on appelle ça du terrorisme. Mais la source, c'est quoi? Vous avez permis à des délinquants de rentrer chez vous et d'aller sur vos terres, aller creuser votre or. Parmi tant d'autres exemples, c'en est un. Donc le Burkina doit ouvrir l'œil. Nous, on ne nous paye pas notre expertise. Donc nous, on se tait. On analyse. Parfois, quand on vient sur vos plateaux, si vous nous donnez la chance, et merci beaucoup de le faire d'ailleurs, de venir de temps en temps éclairer les masses sur ce qui se passe en Afrique, on arrive quand même à leur dire, voilà ce que nous, on a vu, on constate. Mais quand on a fini de parler, ceux qui ont à charge de la sécurité, ils font quoi de ces informations? Ils ne font rien. Ils boivent la bière et du champagne, ils vont dormir. Je vous rassure. Moi, j'ai peur de rien du tout. La prison, j'ai connu plusieurs fois. C'est que dalle. Moi, ça ne m'effraie pas. Et puis, de toute manière, il faut mourir de quelque chose. Il faut bien mourir de quelque chose. Mais il faut mourir dans l'honnêteté, en faisant son job, vraiment en toute clarté. Alors, aujourd'hui, est-ce à dire qu'il n'y a pas d'espoir pour une paix retrouvée, pourquoi pas une sécurité, pourquoi pas, je dirais, une démocratie? Sans doute que ça fera souffrir ou sourire. Est-ce qu'aujourd'hui, le sort de la Libye est scellé pour toujours? Oui, c'est scellé. Il faut d'abord noter que si vous observez très bien ce qui se passe, la démocratie est en train de foutre le camp de l'Afrique. Elle est partie. Démocratie, elle est déjà partie. Les États qui résistent encore, qui se font appeler États démocratiques, observez bien, la démocratie est en train de foutre le camp. Il y a le Botswana, on est en démocratie là-bas. Il y a le Burkina, on est en démocratie. Ah non, on n'est pas en démocratie. Attention, j'ai dit la démocratie est en train de foutre le camp. C'est-à-dire que petit à petit, la dictature est en train de prendre d'assaut l'Afrique. Et les Africains ne sont pas en train de comprendre. Il faut que nous ayons des chefs d'État patriotes. Il faut que nous ayons des chefs d'État soucieux du développement de leur pays. On n'a plus besoin de chefs d'État qui vendent le pays aux multinationales, qui ramassent toute leur fortune, qui vont les déposer dans ces pays-là, qui sont obligés de faire la volonté des autres. Écoutez, quand les multinationales décident d'armer un chef d'État pour écraser ses compatriotes, c'est pourquoi? C'est pour éviter la contestation. Parce que quand le peuple constate que vous êtes en train d'exploiter le sous-sol et que lui-même n'en bénéficie pas, les multinationales. Donc aujourd'hui, la démocratie est partie de l'Afrique. L'Afrique, je crains qu'une nouvelle forme de colonisation plus dangereuse que celle que nous avions vécue ne revienne en Afrique. Alors, Souleymane Lamzat, que fait-on des centaines de personnes qui meurent tous les jours dans ces combats à Tripoli? La Libye, je ne sais pas, je ne sais plus quoi dire de la Libye. Parce que ce qui se passe en Libye aujourd'hui c'est un carnage. C'est au-delà de la pensée humaine. Il faut aussi signaler toutes les personnes qui sont en prison. Je prie tous ceux qui ont connu des théâtres d'opération de passer sur votre plateau ici, faire comprendre aux Africains qui ont le désir de prendre des armes, si ce n'est pas vraiment défendre la cause, c'est-à-dire le dernier souffle, vraiment d'arrêter. La Libye est rentrée dans un contexte qui échappe à toute manipulation humaine. Regardez ce qui passe même avec nos frères, dans la vente, même dans l'esclavage. On vend des humains à $100, $300. On est retourné à l'âge de la pierre taillée. Mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. Mais au su et au vu de nos dirigeants, vous avez déjà vu un prendre son plateau, venir s'asseoir et dire il y en a marre, ce qui se passe en Libye, j'envoie mes troupes, je vais récupérer mes compatriotes. Non, il n'y en a pas un. Même ceux qui s'exclament grands démocrates, machin, tout ça, grands militaires, formation, ils ne font rien. Et nous, prenez la Libye, même encore, c'est bon, allez même au-delà du continent. Est-ce que cela ne pose pas aussi... C'est une occasion pour moi pour lancer un appel à nos dirigeants et chefs d'État. Il y a nos soeurs qui souffrent au Koweït, au Liban et machin, qui sont maltraités. J'en ai vu une fois dernière qu'on a mis à poil avec lequel on torchait le briquet, un briquet sur son corps. Elles sont exploitées pour la prostitution. Ça vous dit quoi? Il faudra à tout
prie, Ce sera votre mot de fin. et c'est mon mot de fin, que nos chefs d'État prennent beaucoup plus leurs responsabilités. Et surtout, que les jeunes de ma génération prennent sur eux que le combat de demain sera fait avec eux. Sinon, ça va être la mort. Un combat qui passera aussi par le développement, parce que quand il y a du travail pour tous, il n'y aura pas de candidat à l'exil. Vous êtes Souleymane Hamzat, spécialiste des questions de protection et de sécurité, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Face à vous aujourd'hui, Alphonse Moïse Soudé, journaliste à Soleil FM Bénin. Alphonse Moïse Soudé, cher confrère, merci d'avoir été sur ce plateau. Face à vous, Souleymane Hamzat, merci aussi. Merci, à vous tous qui nous avez suivis, merci à vous. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.